Toujours pas de fourchette pour l'officialisation de la vente. Bah, tous les jours, c'est possible aujourd'hui. Tout est mis en place pour que tous les jours, jusqu'en juillet, là, tu puisses avoir le, le feu d'artifice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Carly, pardon. Est-ce pour toi l'officialisation doit forcément avoir lieu avant juillet ou on peut imaginer dans une autre saison sans celle-ci? Mais disons que oui, ça semble logique qu'on ait affaire à ça certainement en fin de saison ou avant, parce que il y a énormément d'argent d'engagé. Donc ça veut dire que si tu ne l'officialises pas avant, pour la prochaine saison, il faut reprendre un prêt pour faire la transition. Ça deviendrait complètement fou. Et pour les personnes que je connais ou que je connais pas, mais dont je sais leur attitude en interne vis-à-vis de tout ça, parce que je connais des gens près d'eux, ils en ont marre de la situation, ils en peuvent plus, ils veulent que ce soit officiel et basta, on passe à autre chose, même vis-à-vis de moi, même, voilà. Donc, euh, personne n'imagine reprendre la saison prochaine, personne ouais, n'imagine vraiment reprendre la saison prochaine sans que ce soit officialisé. Si c'est le cas, ça devrait dire qu'il y a encore eu des micmacs derrière qu'on expliquera. Donc, l'avenir, il passe par des coups comme ça où tu vas chercher des joueurs avant qu'ils soient trop chers, avant que Samuel Gigot il aurait été en fin de contrat en juin, et il y a des joueurs des clubs qui l'auraient voulu, là ils ont choisi donc de le faire venir tout de suite pour le prêter à son ancien club. Donc c'est les joueurs de Nice qu'ils ont fait venir, c'est exactement la même idée que le jeune Turc. Donc ça n'a rien à voir. Et s'ils étaient si inquiets de l'interdiction de recrutement, c'est pas deux joueurs, la jeune, enfin, le jeune Turc et le défenseur, ce serait 3, 4, 5 joueurs là qu'ils auraient déjà signé. Ils auraient déjà levé officiellement les options d'achat de ceux qui vont être levés au 30 juin. Ils auraient montré qu'ils font ça pour devancer l'interdiction de recrutement. Là, c'est des choses d'anticipation de l'avenir et c'est plutôt intelligent sportivement. 10 arrivées l'été dernier, nouvelle cellule de recrutement et pas une cellule de recrutement de club de National 2, cellule de recrutement de top niveau. Toutes les académies OM qui ont eu parfois des budgets qui ont été triplés. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre, les partenariats avec des clubs aussi locaux qui n'avaient pas du tout envie d'être affiliés à l'OM, tout d'un coup ils le sont. Tout ça, ça a été annoncé en avance, toute la restructuration du club, tous les mouvements juridiques aussi sur les entités de la holding, Eric Soccer qui a disparu, ça y est, radié carrément, toutes ces choses-là. Donc je comprends les incertitudes, l'impatience. Enquête maintenant sur la date de finalisation, oui. Mais même si j'y arrivais à trouver ça, terminé les soucis, les amis. Mais ça n'empêche pas de vous partager mes retours et mes analyses et de poser les questions aussi désormais. Parce que ce qui est bien, c'est poser les questions pour ouvrir les yeux encore à ceux qui les ont fermés. Mais voilà. Allez, et ben, Michael qui dit celui qui n'a pas compris que l'OM est vendu ne comprendra jamais. Ben oui, en effet, tout ce qui est passé au club et avec tous les changements, tous les changements d'institution aussi, bref. Alors, comment on fait en 2022 et au-delà? La première question que j'ai eue assez régulièrement, c'est de savoir si on était un club pauvre. On n'est pas un club pauvre, on est un des clubs les plus riches de France, on doit être dans les 4 ou 5 premiers budgets en France en termes de produits d'exploitation. Il y a clairement le QSG et l'OL qui sont devant nous actuellement. Mais on n'est pas un club pauvre. On dépend complètement de la volonté des actionnaires actuels de remettre les 100 millions d'euros qu'ils mettent par an pour faire tourner le club. Mais le problème, c'est qu'on voit surtout pas bien pour le moment comment ils vont faire pour développer les revenus du club pour arriver à la hauteur dont on parlait, quoi, passer d'être un club qui génère 120, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires à un club qui génère 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est un palier qu'il faut qu'on arrive à franchir à un moment. Maintenant, leur job à eux, c'est pas de dire à McCourt combien d'argent il faut qu'il investisse. Et ça, c'est McCourt qui décide. Ou c'est ses co-investisseurs éventuellement qui décident. Et si ils veulent mettre plus d'argent, s'ils veulent en rajouter par rapport à ce qu'ils avaient mis en mai-juin pour nous permettre de faire le mercato d'été qu'on a fait, c'est possible qu'ils trouvent un arrangement avec la DNCG qui nous permette de faire des transferts même sans départ. Dans la projection financière que je vous ai montrée dans la partie précédente, c'était tout à fait le cas. Est-ce que je crois à la vente OM? On m'a posé souvent la question. Je crois que l'OM, oui, ça a déjà été vendu dans le passé et ça sera vendu dans l'avenir.
Je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire quand ça pourrait arriver. Sur les histoires qu'on a entendues sur les Saoudiens, ben oui, on a entendu beaucoup de gens en parler. Moi, j'ai pas vu de preuves concrètes à ce sujet. 13 Pichado qui essaie de nous poser une colle. Sais-tu qui est Sharzad Semzar, épouse Barbara de la Belloterie de Boissesson, nouveau membre du conseil de surveillance de l'OM SASP? Non, je ne sais pas qui est. C'est un charmant prénom exotique, mais je ne sais pas qui c'est. Je suis désolé. Je vais enquêter si tu veux, même si j'ai plus trop besoin et que voilà, mais je peux si tu veux. Allez, m'enseigner là-dessus. Allez, promis, je vais le faire.